Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Ravi de vous retrouver pour une émission un peu spéciale. On vous propose une rétrospective des grandes thématiques laïques de 2017. Une année qui fut marquée par des débats et par des entretiens exceptionnels. Nous avons ainsi le plaisir de rencontrer Ina Tchevchenko, fondatrice du mouvement Femen, mais aussi le docteur Denis Mukwege, l'homme qui répare les femmes au Congo. Mais 2017 fut aussi encore et toujours marquée par les questions migratoires. Une année d'ailleurs très meurtrière, plus de 5000 migrants ont péri en mer Méditerranée. Face à cette terrible réalité, face aussi aux conditions de vie déplorables dans les camps de réfugiés en Libye, mais aussi en Europe, des citoyens se mobilisent, comme ici, au Parc Maximilien à Bruxelles. Des citoyens qui réclament une véritable politique migratoire. Liberté de circulation pour tous, justice migratoire réelle semblent être les seules réponses possibles. Le Centre d'action laïque a d'ailleurs lancé une grande campagne « Pas de mur à nos frontières » en 2017 et jusque fin 2018. Notre débat de décembre concernait cette thématique. On vous en propose un bel extrait. En 2016, plus de 5000 personnes ont perdu la vie dans la Méditerranée. Et ceux qui ne se noient pas sont confrontés à de terribles violations de droits humains sur leur parcours. En guise de faire-part, tous ces morts ont juste droit à quelques entrefilets dans les journaux. Si c'étaient des touristes européens en croisière, toutes les chaînes d'information seraient déjà branchées sur le sujet. Mais un voyageur n'est pas l'autre, n'est-ce pas? Et si on remettait un peu de justice dans tout ça? Parlons de la justice migratoire. La justice migratoire, c'est créer des voies légales et sûres d'immigration pour mettre fin aux dangereuses routes irrégulières. C'est assumer sa juste part et répartir de manière équitable les réfugiés entre États membres de l'Union européenne. C'est mobiliser l'aide au développement pour éradiquer les inégalités mondiales. C'est enfin poursuivre l'objectif qu'à terme, tous les citoyens du monde puissent vivre décemment là où ils sont nés et, le cas échéant, là où ils souhaitent migrer. La justice migratoire, parce que la migration n'est pas une crise. Voilà, Alexis de Soif, sur le papier, c'est formidable, mais en réalité, est-ce que concrètement, ça va être possible de mettre cette justice migratoire sur pied? Parce qu'aucun État n'est tenu d'accepter l'entrée d'étrangers sur son territoire. Comment faire alors pour arriver à convaincre tout le monde? Mais comme vous dites, sur le papier, il y a de très beaux textes, Déclaration universelle des droits de l'homme, Convention européenne des droits de l'homme, qui protègent les droits et qui sont contraignants, qui protègent chaque individu. Et les États, l'Europe, bafouent ces textes. L'Europe, depuis 30 ans, fait une politique de fermeture des frontières de plus en plus forte. Il continue de faire encore plus de ce qui ne fonctionne pas. Et donc, il est temps de se poser la question: que faire d'autre, vu que tout ce qu'on a essayé jusqu'à présent ne fonctionne pas? Et on voit de nouveau les idées qui ressortent, ce sont des vieilles idées. Aujourd'hui, notre gouvernement veut réenfermer des enfants dans les centres fermés. Un jour, nos enfants, nos petits-enfants nous jugeront pour la politique qu'on mène actuellement. Et donc, il faut changer. Et la liberté de circulation, liberté de circulation est la réponse. Et ça fait peur aux gens, mais ça demande de la pédagogie. Et c'est possible parce que, c'est la seule politique qui respecte les droits humains et les libertés fondamentales de chaque individu. Et comment pouvons-nous être heureux, nous, dans notre coin, si on sème la misère à l'extérieur? Et on est quand même aussi partiellement responsable des causes migratoires. Et cette liberté de circulation, elle est possible parce qu'il y a eu des expériences régionales qui ont démontré que c'était possible, même si on nous a fait peur. Souvenez-vous, l'élargissement de l'Union européenne aux pays de l'Est, on a dit ça va être le déferlement des pays de l'Est vers l'Europe de l'Ouest. Ce n'a pas été le cas. En Afrique de l'Ouest, il y a des expériences régionales réussies où on ne voit pas un mouvement massif des pays les plus pauvres vers des pays moins pauvres. Et il faut y aller par étapes. Par étapes où on peut d'abord délivrer des visas, court séjour, automatiquement. Il nous reste une minute pour peut-être clore ça. Et ensuite se dire qu'à partir du moment où les gens peuvent circuler,
on n'aura pas une migration ventouse. Aujourd'hui, quelqu'un qui arrive en Europe, il y reste. Il ne veut plus bouger parce que sinon, il ne pourra plus revenir. S'il y a de l'air, si ça circule, c'est comme le vent, c'est profitable à tous et il n'y a pas de problème. À l'économie mondiale, aux droits fondamentaux de chaque citoyen, et les gens peuvent venir, aller en fonction des besoins, en fonction des crises qu'ils évitent. Quand leur pays est en feu, ils peuvent aller demander une protection ailleurs, ils peuvent y retourner, etc. On parle même d'un pacte mondial de la migration aujourd'hui qui est en préparation à l'heure actuelle, c'est ça? C'est ça l'avenir. Donc Trump vient aussi d'annoncer le retrait des États-Unis. Donc effectivement, il faut peut-être dire que les Nations Unies doivent prendre leurs responsabilités de manière plus contraignante, plus ambitieuse pour imposer finalement des solutions qui vont dans le sens d'une liberté de circulation au niveau mondial pour lutter contre les inégalités. Il y a du travail, mais le Centre d'Action Laïque, le CNCD, et vous à la Ligue des droits de l'homme, vous y travaillez corps et âme chaque jour. Merci messieurs d'avoir été là avec nous pour en parler. Si d'aventure vous voulez continuer et poursuivre la réflexion, on vous conseille cet atlas des migrants en Europe de Migre-Europe. On se dit que la force de la prohibition, en fait, c'est d'avoir eu tous les moyens possibles pour véhiculer des stigmates, des représentations, et que peut-être que le combat qu'il faut mener, c'est de lutter contre ces fausses représentations. Et donc c'est aussi un moyen de montrer que les gens qui militent pour une autre politique de drogue, ou les consommateurs, ou les citoyens concernés par cette dimension, ils ne correspondent pas forcément à ce que l'on pense, quoi. Et qu'ils sont en fait partout et qu'ils concernent tout le monde. « 1921 », c'est l'année où la loi qui, toujours aujourd'hui, régit la question des drogues en Belgique et donc punit et interdit la consommation de drogue, elle date de 1921. En 2021, elle aura 100 ans et les associations qui lancent cette campagne considèrent que 100 ans, c'est plus que l'âge de la retraite et qu'il est temps vraiment de reconnaître l'obsolescence de cette loi qui avait son sens peut-être en 1921, mais aujourd'hui n'est d'une part plus du tout accordé aux mœurs qui ont évolué, donc les consommations de produits ont changé par rapport à 1921 d'une part, et d'autre part, ça fait presque 100 ans que cette loi prouve tous les jours son inefficacité et sa contre-productivité. On n'a pas le choix car nous sommes tous armés de zombies. Tu connais le prix du jeu, des balles et ça fait couleur. On a travaillé pour devenir du base, du micro-gas. Ragamuffin Soldier. Le fait d'interdire purement et simplement les drogues, ça n'empêche pas les gens de les consommer, mais ça par contre ça crée plein d'effets négatifs, c'est que ça fait le jeu et le business évidemment des dealers, des mafias, des réseaux, qui plus un produit est interdit, plus ils vont pouvoir augmenter leurs bénéfices. Et l'idée maintenant c'est de dire, si on vise 2021, donc dans 4 ans, il faudrait que la préoccupation et le débat sur cette loi complètement obsolète dépasse le secteur des associations qui travaillent sur ces questions. Et donc notre intention, c'est vraiment, on la lance maintenant doucement, et puis c'est que ça grandit, c'est que toute la société s'en empare. La criminalisation, ça veut dire beaucoup de choses, hein. C'est pas uniquement la prison, hein, parce que ça c'est un petit peu la partie visible de l'iceberg, mais c'est tout ce qu'il y a dans la partie immergée de l'iceberg, à savoir tout l'appareil répressif, hein, les différents échelons de la chaîne pénale, à savoir la police, le parquet, puis les cours et tribunaux. Ça veut dire beaucoup d'acteurs et beaucoup de dispositifs qui peuvent être mobilisés à l'encontre des usagers de drogue, comme l'arrestation judiciaire, l'audition, des méthodes particulières de recherche qui sont mises en place, comme l'infiltration policière, l'observation, c'est des visites domiciliaires, c'est des perquisitions. Donc criminalisation, ce n'est pas uniquement synonyme d'emprisonnement, c'est aussi synonyme d'un appareil judiciaire qui peut être relativement lourd
pour l'usager de drogue. J'en ai pas besoin, mon sang c'est de la vie. Pour éclater tous les vampires, ouais, tout le... Ok. Est-ce que vous êtes avec nous, Bruxelles ou pas? On est tranquille, on est iré, il fait bon, on est là pour faire la fête. S'il y en a qui veulent encore se lever, venir faire la fête avec vous, c'est possible, hein? Un autre sujet de débat en 2017 fut l'école. Comment réduire les inégalités? Faut-il revoir le décret inscription? Et comment généraliser l'EVRAS, l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle? Et puis bien sûr, les cours de philosophie et citoyenneté. Ici, à l'école Roger Lallemand, une école à pédagogie active qui vient d'ouvrir ses portes en septembre 2017 pour pallier le manque de place à Bruxelles. On a instauré ces cours de philosophie et citoyenneté. Un sujet, un débat tout à fait d'actualité puisque le MR vient de déposer une proposition de décret visant à instaurer 2 heures obligatoires de philosophie et citoyenneté et non plus une. Vinciane Colson, en mai, en faisait la thématique de son débat dont je vous propose un petit extrait. Donc vous, je disais Thomas Gillet, vous êtes professeur de morale dans une école libre non confessionnelle. Donc vous avez déjà des élèves pendant 2 heures, vous, pendant le cours de morale. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des fortes différences où on est dans la même philosophie, on va dire, justement, que ce que vous faisiez en morale? Mais disons que le cours de morale, notamment quand on regarde la fin du secondaire, on aborde énormément la question de la philosophie, même si ça se fait aussi en primaire avec la philosophie pour enfants, etc. La philosophie a toujours eu une grande place dans le cours de morale. Je ne vais pas ici comparer le programme du cours de morale et le nouveau programme du cours de philosophie de citoyenneté, mais en tout cas, sur le rapport à la philosophie, il y a quand même un lien très présent. Et là où je voudrais insister sur ce point, c'est de dire, beaucoup de choses ont été dites, il y a 3 axes, ça prend énormément de temps. Et une chose que je remarque dans mon travail, c'est que si je devais développer toutes ces approches de la philosophie avec des élèves en seulement 1 heure, eh bien, on perdrait en qualité. C'est-à-dire que comme ça prend du temps, la réflexion, la pensée, ça prend du temps, eh bien, 1 heure, ça semble un peu court. Et c'est pour ça que j'aurais tendance à penser, et de mon expérience qui donne 2 heures de morale et qui a une approche philosophique de ce type, 2 heures, c'est le minimum pour le faire. On va parler d'école, mais pas des heures de colle, pour que la grille horaire ne soit jamais un sujet secondaire. Que serait la philo sans Ophi? Que serait la démo sans Crassi? À moitié, ça fait l'engagement, et le je mens, on en fait quoi, hein? Alors, on y va, s'il y a que le tir, ça fait cul, s'il y a que la diff, ça fait rance, le savoir penser et la citoyenneté. On les veut pas qu'à moitié, y a rien à faire, parce qu'un demi ne fera jamais un entier. Et un demi, c'est court, même pour les cours, on prendrait bien un entier, et ce sans détour. Le cours de philosophie et de citoyenneté, on le veut tout entier. 1 heure c'est que la moitié, 2 heures c'est l'entièreté. Quand le formulaire tu recevras, à la philo tu t'inscriras. Ben, moi je souscris tout à fait à cette campagne, à l'idée que 2 heures c'est mieux et que c'est plus productif pour tout le monde, c'est plus intéressant pour tout le monde. Et de faire du cours des 2 heures de philo et de citoyenneté un choix positif, plutôt que de dire je renonce à la morale et à la religion, mais de dire non, je fais le choix positif de prendre 2 heures de philosophie et de citoyenneté. Je pense que c'est là la clé pour la réussite de ce cours et de nouveau pour que les élèves puissent en profiter un maximum. Antoine Janvier, quand on voit le référentiel, c'est vrai que c'est un programme de cours ambitieux. Ça vous semble possible de faire ça en 1 heure par semaine? Alors le référentiel est ambitieux, oui, c'est sûr. Je pense que ça, c'était, disons, quelque chose qui a fait consensus rapidement au sein du groupe de travail chargé de rédiger ce référentiel de compétences terminales. Pas de cours au rabais, hein, et pas de PC au rabais. Voilà. Ce ne sera pas un cours de rien, okay. Ce ne sera pas un cours fourre-tout. Il y aura un axe, une ossature, c'est la démarche philosophique. Il y aura des objets, ce sont les concepts utilisés par la philosophie pour penser, travailler la citoyenneté. Il y aura des apports venus des sciences humaines et sociales. Et on ne fera pas de ce cours une sorte de récréation où on discuterait gentiment, de manière, mettez des triples guillemets, philosophique, comme on le dit habituellement en Belgique, sur des questions d'actualité. Ça ne sera pas ça. Ça vous fait rire? Parce que c'est intéressant, depuis qu'on parle de ça, tout le monde rigole. Pourquoi vous rigolez? C'est normal, parce qu'on n'a jamais l'occasion d'en parler, et comme c'est les seules fois, bah, c'est pas comme si on parlait
C'est vrai, c'est la seule fois que vous parlez de ce sujet. Non, on a déjà abordé avec le prof de morale ou bien avec des amis, mais bon, dans la classe, c'est pas tous des amis, alors quand on parle d'amour ou quoi, on n'aime pas forcément que tout le monde entende, on n'est pas habitué. Voilà. Dans un premier temps, quand on en parle à l'école, ça éveille beaucoup de rigolade, quoi. Ils trouvent ça très, très drôle. Mais une fois dépassé ce climat-là, on va dire, ils ont de vraies questions. Et l'intérêt de pouvoir l'aborder entre pairs a quelque chose quand même aussi de rassurant, plutôt que de se confronter à son parent pour parler de questions aussi intimes. C'est des sentiments qu'on éprouve l'un envers l'autre et qu'on manifeste par des petits gestes et qu'après on arrive à plus se passer l'un de l'autre et ça pour moi l'amour. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de parents plus jeunes, souvent, qui sont des parents qui disent « j'espère que vous allez vous occuper de la sexualité de nos enfants ». Alors que la génération d'avant dit surtout ne leur parlez pas de sexualité. Enfin, c'est un peu caricatural, mais c'est un peu ça qui se passe, quoi. Les conservateurs ont toujours voulu que ce soit les parents qui parlent de la sexualité aux enfants, hein, que c'était quelque chose de familial, que ça ne pouvait pas être public, ça ne pouvait pas sortir du carcan familial. Et c'est vraiment un combat là, de progressistes et de beaucoup de laïcs aussi, de pouvoir en parler ailleurs, qu'il y ait une sorte de formation, une transmission de connaissances, mais au-delà de la connaissance, de pouvoir débattre du respect de son corps, du respect du corps de l'autre. Oui, ça a été un combat extrêmement long. Un combat long et difficile, mais face à des menaces comme le sida dans les années 80, les écoles s'inquiètent et font petit à petit appel au planning pour informer leurs élèves. Les plannings ne quitteront plus tout à fait l'école. En 2012, un décret est voté en Fédération Wallonie-Bruxelles. L'EVRAS fait désormais partie des missions de l'école. Mais tout n'est pas gagné. On a demandé aux écoles de faire de l'EVRAS, mais sans préciser comment elles devaient le faire, combien d'heures par an ou par semaine ou par cycle ils devaient le faire, quel contenu devait être abordé et comment piloter tout ça. Donc, en gros, on leur dit « faites de l'EVRAS », mais comme vous le voulez, comme vous le souhaitez, à la fréquence que vous voulez. Et pourtant, c'est fondamental dans une société. Imaginez que des enfants ne sachent toujours pas comment quasi avoir des relations sexuelles ou que la seule éducation, c'est le porno que de toute façon ils voient. Voilà, ça pose quand même des questions importantes. Certaines écoles prennent donc les choses en main, d'autres par contre sont plus timorées ou font appel à des animations EVRAS plus polémiques. On continue depuis 2012, à laisser la totale liberté aux écoles de choisir les opérateurs extérieurs, donc les associations, les organismes, les conférenciers qui viennent faire de l'EVRAS dans les écoles. Et donc on se retrouve avec des gens qui n'ont aucun crédit ou aucune formation ou une orientation bien précise en matière d'éducation sexuelle. Et donc là, c'est problématique. Avorter égale meurtre, masturbation égale éjaculation précoce, homosexualité égale déviance, autant de messages que des associations catholiques conservatrices n'hésitent pas à asséner aux élèves lors d'animations EVRAS sans aucun contrôle. Pour beaucoup, il devient donc urgent d'instaurer un label pour les animations EVRAS. Je vous propose à présent de nous replonger dans le quotidien de Florian. Florian avait 18 ans quand nous l'avons rencontré ici, à la Louvière, à l'abri de jour L'Étape, géré par Picardie Laïque. Sans domicile fixe, Florian se battait pour retrouver un logement, une formation et une certaine forme de dignité. Ce reportage, vous l'avez particulièrement apprécié, il vous a particulièrement touché. Vous avez été plus de 100 000 à le partager sur les réseaux sociaux. Derrière le témoignage de Florian se cache une réalité interpellante. Près de 2 millions de Belges présentent aujourd'hui un risque de pauvreté et d'exclusion sociale. En 7 ans, le nombre de personnes qui dépendent du revenu d'intégration a augmenté de 40%. À l'abri de jour, l'Étape des travailleurs sociaux se mobilise. Été comme hiver, et l'Étape propose un espace de partage, de rencontre et d'autonomisation aux personnes sans abri.
C'est vrai qu'au tout début que je travaillais ici, donc en 2009, on travaillait plus avec un public qui était en manque de liens, un public qui étaient nos voisins finalement, qui venaient se poser, boire une tasse de café, participer à l'une ou l'autre activité. Mais depuis 2 ans, on remarque que notre public a réellement changé, est beaucoup plus fragilisé et qu'il y a beaucoup plus de personnes qui présentent des traits psychotiques. Il faut avoir la lucidité de le reconnaître, on n'est qu'une rustine sur une plaie béante. Et donc, il ne faut pas croire qu'en ouvrant l'une ou l'autre structure pour ces personnes, qu'on va régler la problématique dans son ensemble. Nos enveloppes sont fermées, et donc il y a enveloppe fermée, on doit faire avec, et quelquefois c'est pas non plus évident. Mais donc ça veut dire que les problèmes s'accumulent vite et ça fait un peu office de feu d'artifice à l'intérieur de ce bâtiment qui est finalement très étroit pour cumuler les différents groupes. Donc il y a plusieurs personnes qui se retrouvent ici avec différentes pathologies et ça peut parfois être très difficile à gérer au niveau de la dynamique du groupe et aussi au niveau de l'équipe. On n'est pas armé pour travailler avec ces personnes qui arrivent de plus en plus et de plus en plus fréquemment. Ça fait quoi d'avoir un logement? Ça fait assez... c'est bizarre, surtout quand c'est son premier logement. Bon, ça a beaucoup de positifs. On est à la moitié du mois. Tu parviens à gérer le budget que tu reçois du CPS? Pas trop. Quel est le plus difficile? Le plus difficile, c'est que tu remarques qu'en fait, l'argent que tu as, tu penses que c'est quand même assez bien. Mais en fait, au final, quand tu remarques avec tout ce que tu achètes, tu remarques que c'est assez cher en fait ce que tu achètes et que pour finir, tu remarques assez vite qu'il n'y avait plus rien en fait. Puisque tu n'as plus d'argent, qu'est-ce qui te reste comme solution pour terminer cette fin du mois en mangeant? J'ai la prime d'installation qui va m'être donnée pour moi m'installer ici. Et j'ai demandé à ce que si avec cet argent-là, je pouvais acheter ce qui était course ou quoi. Ils m'ont dit oui, il n'y a pas de souci. Donc en attendant, si j'ai rempli mon frigo pour 2 semaines, en attendant, je fais avec ce qu'il y a ici. Mais après, il y a de l'argent qui vont tomber, donc ça va permettre de me relever par rapport à ça. Donc, Et puis là, aujourd'hui, on va faire une petite bolognaise. On va faire une petite bolognaise, ouais. Top départ. Ouais, mais je sais pas comment faire, moi. C'est ça le pire. Faudrait que tu m'aides. Alors, pour couper les échalotes, ça ira? Ou t'as besoin d'aide? Je sais déjà même pas comment on fait. Voilà. Tu mets tous les légumes dedans? Ouais. D'accord, chef. J'arrive pas à me faire à l'idée que j'ai mon petit chez moi. Enfin, c'est compliqué. C'est un autre mode de vie, c'est une autre façon de penser. C'est trop différent de ce que j'ai connu en fait. Et c'est assez perturbant quand même. Jacqueline Hermans, qu'est-ce que l'euthanasie? Pourquoi est-ce que cette défense de l'euthanasie est un discours important pour la laïcité? Pourquoi en parler aujourd'hui? Et peut-être soutenir ces notions d'autonomie, de libre choix, c'est important pour la laïcité, 15 ans après la loi en Belgique? C'est une des valeurs de la laïcité. Pouvoir donner à la personne la maîtrise d'elle-même. Donc pouvoir faire en sorte que la personne prenne des décisions concernant sa propre vie, sa propre mort, bien entendu au sein d'une société, bien entendu en solidarité avec les personnes qui l'entourent, mais en tout cas qu'elle puisse prendre les décisions et qu'on ne lui dise pas « votre vie ne vous appartient pas, quelqu'un d'autre doit décider à votre place ». Alors qu'est-ce que cette loi en 15 ans a apporté à l'euthanasie en Belgique? Quel est le bilan qu'on peut faire aujourd'hui? On n'imagine pas, au stade actuel, ce que cette loi a pu apporter. Elle a pu apporter le fait qu'était brisé ce tabou de la décision concernant la fin de vie. Était brisé ce tabou de la mort. La possibilité
d'en parler, la possibilité de la vivre avec d'autres, de ponctuer au fond sa vie par ce dernier instant, pas tout seul, avec d'autres, de prendre des décisions partagées concernant cette fin de vie, en un mot, d'humaniser la fin de vie. Pourquoi est-ce qu'on a autant peur de parler euthanasie? Bon, en Belgique, on a la chance d'avoir eu cette loi. Pourquoi est-ce qu'ailleurs, et même avant chez nous, on a une frilosité absolue en parlant d'euthanasie? Je crois que c'est lié à différentes choses, mais aussi à des questions de pouvoir. À partir du moment où on dit à la personne « non, vous n'avez pas de droit sur votre vie, sur votre mort », on institue également la peur et la culpabilisation. Dès le moment où, par exemple, on songe à sa propre mort, on songe éventuellement à abréger sa vie. Donc il y a ce poids incontestable des religions par rapport à la fin de vie. Et je pense aussi qu'il y avait, de la part du corps médical, une certaine peur de se voir dépossédé de certaines décisions. Car en fait, les médecins côtoient la mort tous les jours. Peut-être d'autres plus, certainement au point de vue des soins intensifs, au point de vue de l'oncologie, au point de vue des soins palliatifs. Et ces médecins sont amenés à prendre des décisions. Mais ce qui change tout à fait le paradigme, c'est que ce n'est pas le médecin qui prend la décision seul. Pour l'euthanasie, c'est le patient qui fait la demande. Et éventuellement, le médecin acceptera ou n'acceptera pas d'accompagner son patient jusqu'à ce dernier souffle. Vous le disiez, c'est une question de pouvoir, c'est presque une question philosophique. On essaye de prendre possession de nos vies et de nos morts, finalement. Ce pourquoi vous vous battez à la DMD, c'est justement pour récupérer ce pouvoir sur notre mort, mourir quand on le veut et comme on le veut. Luc Sauveur, vous qui êtes médecin en soins palliatifs, vous êtes donc, comme je le disais, collaborateur en service d'oncologie du CHR de Namur. Sur le terrain, depuis 15 ans, quelle est cette avancée? Qu'est-ce que cette loi a apporté sur votre pratique au quotidien? Je pense qu'en tant que médecin de soins palliatifs, accompagnant beaucoup de fins de vie de manière tout à fait régulière, ça a ouvert des portes et ça me donne une possibilité de respecter le patient au plus profond de ce qu'il a, donc du concept qu'il a, de son propre concept de la dignité. Et c'est de le respecter vraiment dans le plus profond. Et donc ça, je pense que c'est une richesse. Maintenant, il faut savoir que moi qui accompagne énormément de patients en fin de vie, il y a très peu de patients qui demandent et qui vont jusqu'au bout d'une euthanasie, mais au moins de pouvoir en parler, de savoir qu'on peut les écouter et de savoir qu'on a derrière nous une loi de dépénalisation sous conditions particulières, mais très bien balisée, je pense que c'est une grande sécurité et ça permet une grande ouverture. De beaux défis nous attendent encore en 2018, comme par exemple sortir l'IVG du code pénal, un grand combat de la laïcité. Il faut savoir que chez nous, l'avortement n'est pas encore totalement dépénalisé. Avec la campagne Stop 1921, le CAL souhaite également rappeler que la loi sur les drogues va bientôt fêter son centenaire. Il est donc plus que temps d'avoir une véritable politique de prévention en matière de drogue, mais également de réglementer la production, la vente et la consommation des drogues. En 2018, il faudra encore et toujours se battre pour une meilleure justice migratoire et une défense de nos droits humains. D'ailleurs, nous fêterons ensemble les 70 ans de cette belle Déclaration universelle des droits de l'homme. Rendez-vous est déjà pris. C'est la fin de cette rétrospective de l'année 2017. Je vous rappelle que cette émission, mais également toutes les autres, sont à revoir sur notre site internet www.libreensemble.be. Sans oublier notre page Facebook. À l'année prochaine et merci de nous avoir suivis. Bonne année, Vinciane. Bonne année, Catherine, et bonne année à tous.